Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis désolée si j'ai un petit peu une tête de déterré, je suis en pleine crise d'endométriose donc voilà. Je suis un petit peu fatiguée, j'ai un peu la tête qui tourne, j'ai déjà mal à la tête à cause de la ring light, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, je suis vraiment hyper contente parce que maintenant je tourne des points lecture à une fréquence assez rapprochée. Le dernier était il y a 2 semaines. À une époque je tournais des points lecture tous les 6 mois, donc là le fait que j'arrive à recommencer à lire et à lire beaucoup et à lire des choses qui me plaisent, j'aime trop. Enfin bref. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 livres différents dont 3 relectures. On va commencer par le tome 1 du Noir et ma couleur, Le Pari de Olivier Gay chez Rajo. Ensuite le tome 1 de Shade of Magic de V. Schwab chez Lumen. Encore un tome 1 des Royaumes de Feu cette fois-ci, La Prophétie de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Et encore un tome 1, le tome 1 de La Cité des Songes, Une couronne de roses et de givre de Georgia Caldera chez J'ai lu. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on ne tergiverse pas plus et qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Alors, tout d'abord, je vais vous parler de ma première relecture du mois. Il s'agit de... Enfin, du mois, non, c'était entre mai et juin. Il s'agit donc du Noir et ma couleur, le tome 1, Le Pari de Olivier Gay chez Rajo. Alors dans cette histoire, nous sommes à Paris, voilà, donc dans notre Paris, c'est de l'urban fantasy, nous sommes à Paris. Et on va suivre Manon et Alexandre en parallèle. Alors Manon est une mage de Paris, et elle se sert du spectre des couleurs. Donc en gros, chaque couleur va correspondre à un élément à solliciter. Par exemple, le rouge, c'est les muscles, le sang, donc pour améliorer ses capacités physiques, améliorer son ouïe, améliorer son endurance. Le bleu, ça va être l'eau, le violet, ça va être le mental, le fait de manipuler les gens, de créer des illusions, ce genre de choses. Et donc Manon, elle vit avec sa famille à Paris, ses parents sont des mages de Paris très très respectés, qui font partie du conseil, tout ça, tout ça. Elle a un frère et une sœur, et elle vit sa vie normalement de lycéenne, malgré le fait qu'elle ait des pouvoirs. Un jour, pendant un contrôle, elle va refuser de donner la réponse à Alexandre. Alexandre, c'est un petit peu le cliché du bad boy de la classe, il fait pas ses devoirs, il fume, il boit alors qu'il a que 15-16 ans, enfin il est en seconde. Euh, il est très très apprécié des filles parce qu'il est beau, tout ça, tout ça. Et le fait que Manon refuse de lui donner la réponse, il va se dire ok, ben je vais essayer de la séduire et quand je l'aurai séduit, eh ben je la jetterai. Donc il fait un pari avec ses potes un petit peu stupides. Sauf que, bien évidemment, ben, Manon, elle n'est pas dans le même monde qu'Alexandre, malgré le fait qu'ils soient au lycée ensemble. En fait, Alexandre va se retrouver propulsé tout droit dans le monde de Manon sans même y comprendre quoi que ce soit. Alors qu'il il interrompt, on va dire, un espèce de combat avec... Pardon. Un espèce de combat avec des ombres. Alors les ombres, c'est des créatures de l'ombre convoquées par des mages noirs. Les mages noirs sont traqués par les mages normaux, entre guillemets, parce que ils considèrent que les mages noirs sont méchants, enfin, voilà. Donc Alexandre va se retrouver propulsé dans ce monde-là en interrompant un combat entre Manon et une ombre. Et en fait, leur destin va se retrouver, enfin ils vont se retrouver tous les deux à devoir se côtoyer pour lutter contre cette menace que sont les ombres et tout ça. Et je ne vous en dis pas plus parce qu'il est relativement court et j'ai pas envie de vous spoiler plus, enfin de vous en dire plus, parce que ça risquerait de vous spoiler. Voilà. Donc voilà, pour le résumé, il est super court, donc je vais pas m'étaler 10 ans sur le résumé. C'est aussi pour ça, c'est du jeunesse, c'est écrit juste énormissime, voilà. Je me rappelais pas que le début était long. En ce moment, je trouve beaucoup de longueur dans les débuts, je sais pas pourquoi. Le début était assez long. Vraiment, on suit pendant un très long moment Manon et Alexandre dans leur vie un petit peu de lycéen, leur contrôle de maths et leur contrôle de français. On s'en tamponne un petit peu, mais bon. Ça va être un tome qui va être hyper introductif. On est sur une saga de 5 tomes qui font tous entre 150 et 200 pages. Et en fait, on est un petit peu obligé d'en passer par là parce que, bah oui, le but est d'introduire une saga de 5 tomes derrière. C'est pas une trilogie, donc c'est sûr que ça prend son temps et ça tire un petit peu en longueur parce que on essaye de vous introduire l'univers et de vous introduire les personnages et je trouve ça au final un petit peu normal. Par contre la fin laisse présager que du bon pour la suite de la saga. Je l'ai déjà lu, hein, la saga en entière, mais j'avoue que j'ai très peu de souvenirs, je me souvenais même pas de ce tome, donc voilà.
Je me souviens de quelques éléments, c'est-à-dire que des fois je lisais un chapitre, je me disais ah oui, ça y est, ça me revient, tout ça, tout ça. Parce que Le Noir et ma couleur, je l'ai lu au collège. L'année prochaine, je rentre en bac+3. Donc ça remonte vraiment parce que c'était l'époque où j'ai fait mon stage de troisième par exemple, Le Noir et ma couleur. J'ai pas retrouvé en fait dans mes archives Instagram parce que je pense que j'ai dû supprimer les publications. Mais voilà, je lisais ça, oui, troisième, quatrième. Donc j'avais pas souvenir d'autant de longueur d'un tome aussi introductif, mais je peux vous assurer que ça en vaut la peine pour la saga en entier et pour la fin. Très sincèrement, ce tome-là n'a pas développé ces personnages de fou. Enfin, en fait, on suit pas énormément de personnages en soi, on est beaucoup focalisé sur Manon et Alexandre, c'est les deux personnages principaux, mais il y a plein de personnages qui gravitent autour d'eux, qui sont un petit peu creux, mais finalement ce n'est que mieux parce que du coup on se concentre vraiment sur nos deux protagonistes. Le monde aussi qui a été créé, le concept de magie avec des couleurs et la fin. Je peux pas vous dire la fin, c'est vraiment dommage parce que ce livre vaut la peine pour la fin, parce qu'il est hyper introductif en soi. Le but c'est qu'on puisse comprendre l'univers pour le reste de la saga, donc il y a quelques longueurs, j'ai mis du temps avant de le finir, mais vraiment je vous le conseille vivement juste pour la fin et la suite en fait. Parce que il se passe pas des trucs de fou furieux, il y a quelques combats, des machins, des duels, des trucs comme ça, mais voilà, il se passe rien de fifou, mais c'est pas grave, parce que ça permet de commencer une saga qui est juste incroyable dans mes souvenirs. J'avais adoré la saga et je l'avais lu d'une traite. D'ailleurs, là je viens d'acheter le tome 3, j'attends d'acheter les deux derniers tomes. Ou alors de lire le tome 2 maintenant que j'ai le tome 3. Et quand je lirai le tome 3, il faudrait que j'ai le tome 4 pour en fait pouvoir, si j'ai envie, aller vite dans la saga. Donc là j'ai déjà le tome 3. Il m'en manque plus que 2, c'est déjà pas mal. Nous allons passer à Shade of Magic de V. Schwab chez Lumen. Alors, ici nous sommes aussi dans une urban fantasy. Je sais pas trop comment le définir. En gros, on est dans un monde où il y a 4 Londres différents. Il y a le Londres noir. Alors, je vais commencer par le Londres gris. Le Londres gris, c'est le Londres normal, sans magie, sans rien. Le Londres rouge, qui est imprégné de magie profonde. Le Londres blanc, qui est devenu... qui est aussi magique, enfin qui possède aussi de la magie, mais qui est devenu très dangereux, très peu fréquentable, où la population meurt de faim, le trône est disputé en mettant à mort les souverains, enfin c'est un petit peu très instable. Et le Londres noir a totalement disparu, grignoté petit à petit par la magie. Et en gros, le problème du Londres blanc est qu'il est collé au Londres noir, et que donc la magie risque de dévorer le Londres blanc petit à petit aussi. Nous on va suivre Kel. Kel, c'est un Antari, c'est un magicien de sang, il n'en reste que 2 à travers tous les Londres, il y a lui et un autre qui s'appelle Hollande. Et en fait, ses pouvoirs sont liés au sang, donc magicien de sang, et, enfin mage de sang même, magicien ça fait un peu Merlin l'Enchanteur quand même. Et en fait, grâce à ses pouvoirs, il peut traverser les Londres, et donc il est devenu le messager de la couronne rouge, et donc il peut aller dans le Londres gris, dans le Londres blanc pour... apporter des messages, tout simplement. Ken, il faut savoir qu'il se livre à un espèce de petit trafic, c'est-à-dire qu'il rapporte dans le Londres rouge des objets du Londres gris, en fait il fait oui, un trafic d'objets entre les différents Londres, et en gros c'est pas forcément pour gagner de l'argent, pour faire du recel ou quoi, ok, c'est simplement pour s'amuser un petit peu. Kel, il fait partie de la famille royale, il a été adopté par la famille royale, mais en fait il se sent comme un objet, il est objetisé par la famille royale, il est le messager, il est l'Antari, tout le monde le respecte en tant que prince, mais finalement lui il se sent plus comme un esclave, un objet ajouté à la collection de la couronne. Donc il se prête à ce petit trafic. Un jour, il va faire la rencontre de Lila. Lila, elle vit dans le Londres gris, c'est une voleuse pickpocket hors pair. Elle a qu'un rêve, Lila, c'est un jour de pouvoir s'acheter un bateau et de partir, de s'évader de son Londres gris et moche. Et en fait, Lila, en rencontrant Kel, elle va lui voler quelque chose. Je peux pas vous dire quoi parce que ça vous spoilerait, pardon. Elle va lui voler un objet qu'il avait dans sa poche. Et Lila va se retrouver propulsée dans ces histoires d'Antari, dans les différents Londres, dans un monde dont elle ignorait tout, juste parce qu'elle a volé ce petit objet qui a une importance capitale pour les 4 Londres. En fait, on va se rendre compte que l'équilibre et la sauvegarde en fait, des 4 Londres dépendent de la collaboration de Lila et Kel.
et que si jamais ils échouent à la mission qu'ils se sont donnée, eh bien c'est les 4 Londres qui peuvent en être bouleversés à jamais. Et donc on va être dans ce monde où la magie en fait a sa propre conscience, où la magie est un petit peu omnisciente on va dire, et est capable de décider, en fait des fois on entend la magie parler. Et j'ai trouvé ça incroyable. En fait on alterne entre le point de vue de Kel et de Lila, et des fois on est en point de vue externe, ou alors on est carrément dans le point de vue de la magie, et je trouve ça incroyable. Donc c'était aussi une relecture pour ma part. Lui j'ai regardé, je l'ai retrouvé mon post à l'époque, je l'ai lu en 2019. Ça fait super longtemps. Alors pareil pour celui-là, beaucoup de longueur. Mais vraiment, je pense que l'histoire qui commençait vraiment à être intéressante a commencé aux alentours de 250 pages, 300. C'était un petit peu long le début parce qu'en fait on met bien en place l'univers et puis on suit Lila et Kel dans des histoires qui ne nous concernent même plus après. Enfin, c'était vraiment vraiment long parce que même s'il se passe des choses dans ces 250-300 premières pages, c'est quand même pas ce qui nous intéresse en fait. La fin est tellement plus croustillante et tellement plus rapide qu'en fait on se rend compte que ce qu'on a lu au début, c'était long quoi. Après, sincèrement je l'ai lu en 2 jours, tellement je voulais en fait finir absolument ce livre. Il est quand même épais, hein, il fait 500 et quelques pages. Mais c'est quand même un page turner. Les premiers temps, il faut s'accrocher. Les 100 premières pages, il faut s'accrocher. C'est comme tout roman qui dépasse les 500 pages. Les 100 premières pages sont très introductives. Voilà. Mais, tout de même, le reste en vaut la peine. Clairement. Donc comme je vous disais, l'univers que je trouve super original, cette déclinaison des Londres selon des couleurs. Alors après, c'est pas les couleurs officielles entre guillemets, c'est Kel qui les a nommées comme ça pour les différencier parce que lui est le seul à les avoir vues en fait, parce que c'est le seul à pouvoir traverser. Mais voilà, l'univers est super original, le fait que la magie est une conscience à elle-même, j'aime beaucoup. Très sincèrement, ce livre pourrait être un one-shot sans problème, mais vous l'avez vu, il y a un tome 2 et même un tome 3. D'ailleurs, j'ai le tome 2, il est juste là. Voilà. Il est dans ma pile à lire du mois de juin, je verrai quand est-ce que je le lirai, parce qu'après il me faudra trouver le tome 3. Donc voilà. Mais oui, ce tome se suffit clairement à lui-même. Quand j'ai lu le résumé du tome 2, je me suis dit, mais ils vont faire quoi en fait dans le tome 2? C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai jamais sauté sur le tome 2, parce que à la fin, on règle l'intrigue du livre. C'est-à-dire que c'est pas une intrigue qui se poursuit sur les tomes. C'est, on va continuer à suivre Lila et Kel, mais ce qui se passe dans le livre, c'est fermé. C'est-à-dire qu'à la fin, bah, tout est revenu à la normale, comme dans un one-shot quoi. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais sauté dessus. Après, j'adore l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages, que ce soit en tant que duo de comment on dit, de duo de duo d'aventure par exemple, ou en tant que potentiel couple, parce qu'il se passe des petites choses, c'est très très minime, hein, vous attendez pas à lire une romance, clairement pas. Mais voilà, les deux se complètent parfaitement, le côté très taquin de Lila et Kel qui commence à se dérider un petit peu. Lila la voleuse et l'intrépide et Kel qui a toujours vécu dans un château, enfin voilà. Il y a vraiment une alchimie entre les deux qui... non c'est pas qui se ressemble, ça semble. Les opposés s'attirent, voilà, si je dis le bon c'est mieux. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs attendez, faut que je vous montre les illustrations. Parce qu'en fait, vous avez, donc il est découpé en chapitres comme ça, et à l'intérieur du chapitre, vous avez des sections. Donc en fait, c'est... Alors, ils appellent ça chapitre, mais on pourrait appeler ça une partie. Par exemple, 4e chapitre, c'est plutôt 4e partie, et après vous avez des chapitres à l'intérieur. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, malgré le fait qu'il faut s'accrocher les premières pages. Parce qu'il y a quand même beaucoup de longueur, mais il faut installer l'univers, donc je pense que le tome 2 ira beaucoup plus vite. Mais voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Le tome pourrait se suffire à lui-même, mais j'ai vraiment envie de retrouver Lila et Kel, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je vous recommande cette saga fortement. Après de ma relecture ne restait que quelques souvenirs, donc voilà. Mais très très bon roman et j'espère très très bonne trilogie. En même temps, Vivi Schwab, maintenant elle est vraiment connue pour ses bons romans. Il y a eu Vicious, j'ai vu qu'elle avait sorti un autre truc dans l'univers de Shade of Magic. Moi je vous dis, ça fait hyper longtemps que j'ai quitté l'univers des sorties littéraires et tout ça tout ça. Donc moi je redébarque en fait, donc je sais plus du tout, mais à l'époque où moi j'y étais encore, il y avait Vicious que beaucoup de monde avait adoré. Donc voilà. Ensuite, dernière relecture, alors ça c'est la saga de mon enfance.
Il s'agit des Royaumes de Feu, le tome 1, la prophétie de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Alors ça, je lisais ça entre, peut-être, je devais avoir entre 9 et 11 ans. Donc c'était l'époque où je ne lisais pas beaucoup. Est-ce qu'on peut parler déjà des illustrations? D'ailleurs, ils en ont fait des BD. Donc vous avez dans le livre Pyria, donc l'île où ils sont. Et après, vous avez tous les dragons. Voilà, et je trouve ça incroyable. C'est trop bien pour se représenter les dragons. Parce qu'un dragon, c'est relativement... comment je pourrais dire? C'est relativement abstrait, enfin, et subjectif, surtout comment est-ce qu'on imagine tel dragon, comment est-ce qu'on imagine tel dragon, et le fait qu'on ait des illustrations. J'aime trop. En gros, Pyria, donc l'île que je vous ai montrée, est en guerre depuis que la reine des ailes de sable s'est faite assassiner. Parce que en fait, elle s'est fait assassiner par un charognard, donc un humain, ils appellent ça des charognards, mais c'est nous, hein, clairement, ils nous décrivent comme sur deux pattes et avec des petites armes bizarres. C'est nous. Et étant donné qu'elle s'est fait assassiner non pas par une de ses filles, on ne sait pas qui va reprendre le trône. Donc elles sont au nombre de 3, il y a Fournaise, Fièvre, et il en manque une. Attendez, Fournaise, Fièvre et Flamme, voilà. Et ces trois filles se livrent une guerre sans précédent depuis des années, et chaque peuple soit décide de rester neutre, soit s'allie à une des différentes sœurs, et du coup ça fait des jeux d'alliance, des jeux politiques, tout ça. Et il y a une prophétie énoncée par les ailes de nuit. Les ailes de nuit, c'est un petit peu les dragons mystérieux, tout ça. Il faut que j'arrête de dire tout ça m'énerve. Et cette prophétie dit que le soir de la... Enfin, le jour de la nuit la plus claire, naîtront 5 dragonnets, donc avec des spécificités, tout ça. Arrête de dire tout ça. Donc avec des spécificités, par exemple celui-là sera... cet œuf sera couleur sang de dragon, ce genre de choses. Et nous, on arrive 6 ans plus tard. Les dragonnets sont enfermés dans une grotte. Il y a Argyle, donc qui sera le personnage principal de ce tome. Argyle, un aile de boue, Tsunami, une aile de mer, Gloria, une aile de pluie, Sunny, une aile de sable, et Comet, un aile de nuit. Sauf que ils sont un petit peu... Ces dragonnets, ils sont vraiment bancals par rapport à la prophétie. Déjà, il fallait pas une aile de pluie, il fallait une aile du ciel. Mais l'aile du ciel, il a été tué, donc on a pris une aile de pluie. Argyle, il sait pas se battre. Comet, il a pas les pouvoirs des ailes de nuit. Et Sunny, c'est une demi-portion. Donc, leurs gardiens, entre guillemets, qui sont embauchés par les serfs de la paix. Les serfs de la paix, on pourrait... c'est un petit peu comme notre l'ONU actuelle, par exemple. Ils veulent la paix, ils sont alliés à personne. Et donc, ils élèvent les dragonnets dans le plus grand des secrets pour arrêter la guerre dans quelques années. Et donc leurs gardiens ils sont un peu emmerdés parce que ils respectent pas trop la prophétie et surtout ils savent pas se battre quoi. Enfin il y en a 2 qui savent se battre. Et donc ils se disent c'est chiant, enfin comment on va faire quoi, c'est la merde. Et ces dragonnets, donc nous on va suivre Argyle dans ce tome là, donc on est dans le point de vue d'Argyle, décident un jour qu'ils en ont assez et qu'il faut s'échapper parce qu'ils n'ont jamais vu le monde extérieur, c'est normal, ils restent cachés. Pourquoi? Parce que tous les participants à la guerre rêveraient de les tuer, parce qu'ils vont choisir quelqu'un, sauf que eux ils veulent vaincre, enfin ils veulent gagner la guerre d'eux-mêmes, ils veulent pas que ce soit 5 dragonnets sortis de nulle part qui choisissent qui va gagner, qui va devenir reine des sables. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours été enfermés dans leur grotte. Et un jour ils vont décider d'en sortir. Sauf que c'est le début des emmerdes. Voilà. Je crois qu'ils sortent de la grotte. Faut que je trouve. Voilà, ils sortent de la grotte là. Donc comment vous dire que tout le reste c'est les emmerdes. Et donc on va suivre nos 5 dragonnets à travers leur découverte du monde et tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une très vieille relecture et à l'époque, moi, elle m'avait paru super longue parce que j'avais 9 ans. Je ne lisais pas au même rythme que 10 ans plus tard. Oh là là, ça fait 10 ans que j'ai commencé cette saga, soit. Je ne lis pas au même rythme que la moine d'il y a 10 ans. Je n'ai plus 9 ans, j'en ai 19. Donc c'est sûr que je l'ai fini en une après-midi. C'est sûr. Maintenant, je lis super vite et en plus, c'est écrit vraiment gros, c'est du jeunesse. Donc bien évidemment que je trouvais que c'était long. Je mettais 3 semaines pour lire un tome. Mais en soi c'est pas du tout long comme je vous ai montré. La première partie c'est juste l'évasion de la grotte qui est un petit peu long parce qu'il nous explique comment ils vivaient, tout ça. Le début est un peu long mais je peux vous assurer que quand ils sortent de la grotte, et encore ils sortent un peu avant quand même. Quand ils sortent de la grotte,
les péripéties s'enchaînent à une vitesse folle, on en apprend plein sur le monde, on apprend plein de choses sur le monde des dragons que même eux ignoraient. Voilà, c'est juste trop bien. Et donc dans chaque tome on est dans un royaume différent, et là on est dans le royaume des ailes du ciel. Donc voilà, ça nous permet de découvrir les univers à travers le regard des dragons, et c'est super bien. L'univers là aussi est juste incroyablement bien monté, vraiment on sent que tout est articulé, parce que là, les deux précédents, il y avait une ville réelle pour un petit peu nous ancrer dans la réalité. Là, à part les charognards, il y a rien vraiment qui nous ancre réellement dans la réalité. Donc c'est vraiment un univers super complet. Non pas que les autres univers d'avant étaient nuls, mais là l'univers est vraiment super complet. C'est ça que j'adore aussi dans les Royaumes de Feu, c'est l'invention qu'a eu l'autrice pour les dragons, tel type de dragon, tel type... Enfin, voilà, moi je vénère ce livre parce que j'adore cette saga depuis que je suis petite, mais vraiment l'univers est super complet. Je le répète encore. Des personnages aussi super développés, les 5 dragonnets. Alors on est beaucoup focus sur Argyle et Tsunami, pour être très honnête. Les autres on les voit un petit peu moins. Voilà, c'est normal aussi. Mais voilà, des personnages super développés, même chez les méchants, entre guillemets. Voilà. Les dragons, c'est des humains, hein, clairement, ils ont les mêmes sentiments, le même caractère, enfin voilà. Et ce tome 1, c'est un tome 1, mais les événements s'enchaînent super vite, il se passe beaucoup de choses, et c'est jamais comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que tout s'enchaîne dans une logique qui est propre au roman et qui passe super bien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je vous conseille vraiment cette saga, ça a beau être une saga jeunesse, elle est incroyable, d'ailleurs elle est découpée en cycles, les 5 premiers tomes sont un premier cycle, il y a 15 tomes au total, ça nous fait 3 cycles de 5 tomes, mais voilà, ça a beau être un tome 1, cette fois-ci il n'y a pas eu de longueur et les événements s'enchaînent super rapidement, je peux dire que c'est un coup de cœur, c'est la saga de mon enfance, c'est clairement un coup de cœur. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs le tome 2 a rejoint ma pile à lire de manière un petit peu opportune, si je puis dire. Mais voilà, il est juste là, vous le voyez en bleu là. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'est la saga de mon enfance et c'est un énorme coup de cœur pour ce tome 1 où il se passe tellement de choses. Et enfin, encore un tome 1, mais cette fois qui n'est pas une relecture, La Cité des Songes, le tome 1, Une couronne de roses et de givre de Georgia Caldera chez G. On est dans un monde où les humains sont menacés par des failles en fait qui s'ouvrent petit à petit et dont s'échappent des créatures absolument horribles. Donc des créatures de l'ombre clairement, mais mais les humains sont également menacés par le dévoreur de monde. Le dévoreur de monde, c'est une énorme créature qui détruit des cités en fait, et donc les humains se sont réfugiés dans des citadelles. Il y en a différentes, donc il y a la tour du printemps, la tour de Givre, la tour des sables dorés et la tour des damnés. Par exemple, c'est les 4 que j'ai retenus. La tour des damnés, en fait, c'est celle qui est le plus près de la faille primitive, donc de la faille où s'échappent toutes ces créatures. Et en gros, la tour des damnés, pendant des années, pendant des années, les autres tours, en fait, ont déposé leurs nourrissons malades, leurs nourrissons mal formés à cette tour, qui a été une prison, etc. Et donc les damnés, comme leur nom l'indique, ils ont ce qu'ils appellent des altérations, donc c'est-à-dire que ils sont malades, donc ils ont des plaques d'écailles, ils ont des bois, enfin voilà, parce qu'ils sont près de cette faille. Nous on va suivre Auréa. Auréa, elle est à la tour du printemps, elle est chasseresse, mais ça a un autre nom. Thaumaturge, voilà. Elle est thaumaturge, donc c'est-à-dire qu'elle a la capacité de faire fusionner des pierres, des artefacts de l'ancien monde, comme ils appellent ça, à sa peau, et elle peut faire appel au pouvoir des abîmes. Donc les abîmes en gros c'est de là que s'échappent les créatures, et donc elle contrôle le vent par exemple. Et en fait elle va se retrouver elle va se retrouver au cœur des conflits politiques qui secouent son monde, parce qu'elle va se retrouver mariée de force à Rosarian. Rosarian c'est le prince de la tour de Givre. Elle c'était juste une petite thaumaturge, elle va se retrouver d'un coup princesse, et elle va se retrouver au cœur donc des conflits politiques qui secouent le monde où elle est, et elle va devoir absolument sauver sa tour et sauver le monde en général, parce qu'il se passe plein de choses. En parallèle de ça, on apprend qu'en fait, il y a 4 personnes dans le monde qui seraient des élus, qui seraient capables de monter des dragons tempêtes. Oui. Qui seraient capables de monter des dragons tempêtes afin de trouver la fameuse cité des songes et d'arrêter le dévoreur de monde. Et en fait, nous, on va suivre 3 personnages. Donc on a le point de vue d'Auréa, on a le point de vue de Rosarian, et on a le point de vue de... Alors attendez, je sais pas si je vous le dis.
Est-ce qu'elle apparaît tôt? Elle apparaît pas si tôt que ça quand même. Et on suit une troisième personne dont on a le point de vue. Et en fait on va se rendre compte que ces trois personnes sont liées. Pas forcément comme on le pense. Ces trois personnes sont liées et ces trois personnes vont être la clé pour aider la population. Mon résumé est vraiment bancal, mais en fait j'ai vraiment du mal à vous expliquer l'univers, tellement l'univers est complet et vaste. C'est vraiment super dur d'expliquer un livre sans que vous l'ayez lu. C'est un petit peu le maximum que je puisse vous donner, de 1 sans vous spoiler, et de 2 sans vous gâcher le plaisir de la lecture au-delà du spoil. Donc voilà, retenez juste que Auréa va se retrouver plongée au cœur de la tour du givre, société qu'elle ne comprend pas. Elle vit dans une société où les femmes sont relativement libres, où chacun fait ce qu'il veut et personne ne se préoccupe des autres, dans le sens où il n'y a pas de jugement complet. Et là, elle se retrouve dans une société où il y a des dictates de beauté, où les femmes sont relayées au second plan, voire au dernier plan, et où les hommes contrôlent tout. Déjà, la tour du givre, il faut savoir que c'est le dernier royaume en place. Les autres sont des reinomes, donc dirigés par des reines et qui se passent de mère en fille. Là, le roi est un énorme macho et elle doit manger à sa table et ne rien dire. Et donc voilà, elle va se retrouver plongée là-dedans et à la fois dans les conflits politiques où elle n'était jamais, elle est chasseresse, c'est-à-dire que son seul rôle est de protéger sa tour contre les créatures des abîmes qui sortent des failles, et c'est tout. Et elle se retrouve dans des manigances politiques qui lui échappent et donc elle est victime et elle est obligée de faire avec et d'essayer de sauver sa tour, la tour du givre, le monde entier, enfin voilà. Bon, déjà l'univers comme je vous l'ai dit est super complet, moi vous savez que j'adore ça, je viens passer un point lecture entier à vous parler des univers hyper originaux et des univers super complets. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai énormément de mal à vous l'expliquer parce qu'il y a encore des choses qui m'échappent. Parce que j'ai pas lu le tome 2 encore et que je pense qu'on aura plusieurs réponses dans le tome 2. Mais c'est pour ça que j'ai autant de mal à vous décrire l'univers, non pas qu'il est mal fait et pas très très bien écrit, mais au contraire qu'il est tellement bien fait et tellement bien monté que c'est dur à expliquer en un petit point lecture. Donc voilà, c'est pour ça que je galère aussi un petit peu à bien vous expliquer. J'adore les deux personnages que sont... les trois personnages en fait, principaux. Parce que, contrairement à beaucoup de personnages que je peux lire, que ce soit en fantasy ou même dans la romance, ce sont des personnages qui arrivent à se remettre en question. C'est-à-dire que Auréal débarque dans une société, et en fait, une société où les femmes comme elle, donc qui ont cette fameuse améthyste fusionnée à sa peau, donc les thaumaturges, sont emprisonnées, sont faites esclaves. Et en fait, elle va se dire, mais est-ce que ma société, je ne la vois pas naïvement, elle dit pas qu'il faut qu'elle soit esclave, mais est-ce qu'elle se dit, est-ce que finalement on a toujours fait des choses bien, est-ce que peut-être qu'un jour on n'aurait pas déconné, quoi, en gros. Et pareil pour Rosariane qui se dit, mais en fait ma société macho, là, elle est ridicule, c'est totalement absurde ce qu'on pense. Et donc les deux se remettent en question en se disant, mais est-ce que ma société que j'ai toujours pensée juste et bonne l'est pour autant. Et le troisième personnage aussi, elle se dit, mais est-ce que mon combat vaut autant de sacrifices? Est-ce que la culpabilité a sa place, finalement? Je vous en dis pas plus sur ce troisième personnage. On a aussi un début de romance entre... quand je dis début, c'est vraiment... on sent qu'il commence à s'apprécier malgré... C'est un ennemi to lover un petit peu, proximité forcée, mariage forcé, tout ça, tout ça. Mais c'est vraiment un slow burn. Y a rien, il se passe rien dans ce tome-là, à part le fait qu'ils se disent, en fait, je le déteste pas tant que ça. C'est juste ça. Non pas à parler de l'amour, mais je commence à l'apprécier pour sa personne, pour ce qu'il est, et voilà. Donc ne parlons pas encore d'amour, je pense que dans le tome 2, c'est une duologie, il y a que 2 tomes. Donc dans le tome 2, il y a moyen, mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et comme je vous l'ai dit, la romance est tellement au second plan qu'en fait ça ne gâche pas du tout le côté fantasy et l'univers très complet et les côtés politiques de la fantasy qui moi me plaisent beaucoup. En plus de... Parce que rajouter de la magie dans la politique, je trouve ça hyper intéressant et là c'est ce qui se passe. Donc le côté politique est hyper intéressant. Et en fait, il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que quand on a l'impression qu'il y a un moment d'accalmie, paf, il y a un événement. Et c'est pas du tout malvenu, en fait. C'est vraiment une espèce de coïncidence qui fait oh merde, il se passe un truc. Et j'ai trouvé ce roman juste incroyable, un véritable page-turner. Je l'ai lu en 2 jours. Je tournais les pages. Le début était long parce que j'avais tellement mal au crâne que j'arrivais pas à lire. Mais la suite était juste
incroyable. Et enfin, on pourrait conclure en disant que c'est un livre assez engagé qui dénonce à la fois les sociétés patriarcales, mais qui dénonce aussi l'aveuglement en fait qu'on pourrait avoir de se dire ma société est parfaite. Enfin, on n'a pas de société comme la tour du printemps qui est très dans le respect, ce serait la société parfaite, mais se dire aussi que peut-être la société parfaite n'existe pas et qu'il faut tout remettre en visu par rapport à plein de choses. Donc voilà, c'est un livre vraiment super intéressant qui a des résonances avec notre monde réel dans la fiction. Et d'ailleurs hier, je l'ai fini samedi et hier je n'ai pas résisté, je suis allée acheter le tome 2. Donc voilà, c'est vous dire à quel point j'ai juste adoré. C'est pas un coup de cœur, mais je pense que la saga entière sera un coup de cœur. D'ailleurs, c'était mon premier Georgia Caldera, je voulais absolument découvrir cette autrice de qui j'entends parler depuis des années et des années. Et ben, je suis vraiment pas déçue d'avoir commencé par La Cité des Songes. J'ai aussi d'elle Les Brumes de Cendre Lune, donc je pense que quand j'aurai fini la saga, il y passera aussi. Mais du coup, voilà, j'ai acheté le tome 2, je pense que dans le mois de juillet, je me ferai le tome 2 parce que cette saga était juste incroyable. Enfin, le début. Mais la suite promet parce qu'une duologie en fantasy, moi j'aime bien parce qu'on se perd pas. On se perd pas dans l'univers, c'est bouclé au bout de 2 tomes et c'est incroyable. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Et bien écoutez, c'est ici que se conclut ce point lecture super positif parce que finalement j'ai eu zéro déception, que des super bonnes lectures malgré quelques longueurs dans les 2 premières. C'est des tomes 1 hyper introductifs, ça m'a pas gêné pour autant, j'ai quand même beaucoup aimé. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, ayez de très bonnes lectures. Bonne chance à tous ceux qui passent des examens, partiels, bac, brevets, concours, que sais-je, des oraux même. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!